Bienvenue sur la chaîne de Nota Bene, la chaîne de l'histoire avec un grand H. Parce que l'histoire ça peut être chiant, je tenterai au cours de mes épisodes de vous transmettre cette passion à travers des anecdotes toujours plus croustillantes les unes que les autres, et sans vous gaver de dates à n'en plus finir. Mythes, société, histoire de France et du monde, abonnez-vous vite à la chaîne et découvrez notre histoire. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de vous être levé tôt pour venir dans la grande halle pour cette rencontre donc avec Benjamin Briot. Vulgariser l'histoire sur Internet, au fond, est-ce que c'est possible et à quel prix? Alors, si Benjamin n'a pas besoin de se présenter car il est connu partout, je m'en suis rendu compte, je l'ai invité dans ma fac. Il y a 10 étudiants qui lui ont sauté dessus en lui disant « Ah, salut, j'adore ton émission. Moi, ça fait 10 ans que j'y suis. Je pense que personne ne connaît mon nom. Donc, je m'appelle Catherine Brice. Je suis professeure d'histoire contemporaine à Paris-Est-Créteil, à l'UPEC. Je suis une historienne académique. Je n'ai jamais fait beaucoup de YouTube. Mais je m'intéresse à ce qu'on appelle l'histoire publique. Et donc, j'ai monté à Créteil un master d'histoire publique, de Public History. Et je dois dire qu'au fond, ce que fait Benjamin rentre dans cette logique qui est d'essayer de faire de l'histoire autrement. Alors, est-ce qu'on peut faire de l'histoire avec... est-ce qu'on peut vulgariser l'histoire? Le terme, je crois, est important sur Internet. C'est ce dont nous allons parler ce matin. Alors, Benjamin, on a donc 1 heure pour discuter de ce thème, qui est un thème extrêmement vaste. On est large. Très large. Peut-être... ce que j'aimerais faire, c'est que tu commences par nous expliquer pourquoi finalement tu te retrouves à l'écran en train d'expliquer qu'on va faire de l'histoire qui n'est pas chiante, sans date. Voilà. Quelle mouche t'a piqué quand même pour commencer ce travail? Avant d'arriver sur ça, est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas quand même? Ouais, voilà, parce que je pense effectivement qu'il y a des gens qui me connaissent. Donc peut-être faut-il que tu te présentes. Voilà, donc en même temps que raconter le parcours, je vais raconter un petit peu ce que c'est Nota Bene. Tout d'abord, Nota Bene, bon, vous avez vu la bande-annonce, un petit peu vendeuse, racoleuse. En gros, Nota Bene, c'est une émission que j'ai lancée en août 2014, un peu plus de 2 ans maintenant, avec dans l'idée de pouvoir traiter de l'histoire et de la rendre un peu plus accessible, en tout cas de la rendre accessible au plus grand nombre. Moi, j'ai pas un parcours d'historien, loin de là. J'ai fait un BTS audiovisuel, en fait. Et mon cœur de métier, c'est l'audiovisuel, c'est la réalisation, le cadre, le montage, etc. J'ai fait 6 ans de boîte de prod où j'occupais tous ces postes-là. Et je travaillais principalement pour des sociétés, des grosses sociétés, style EDF, Daikin, Dalkia, etc. Et donc, j'étais habitué à partir sur des tournages où on allait interviewer des chimistes qui nous parlaient de leur merveilleux métier de chimiste que je n'arrivais pas à saisir pendant 2 heures. Et moi, je rentrais après au bureau et je devais ressortir un petit film de 3 minutes sur ce discours de 2 heures de chimiste auquel je ne comprenais absolument rien. Donc il y avait toute une phase où je devais digérer les propos de la personne et puis surtout me renseigner à côté pour essayer de comprendre ce qu'il était en train de me dire, pour pouvoir restituer un film qui soit compréhensible par le grand public tout simplement. Et il se trouve que, à un moment donné, j'ai perdu mon emploi et après mon bac, j'avais commencé une fac d'histoire. Je ne suis pas resté longtemps, je suis resté 6 mois, j'ai trouvé que l'expérience était intéressante, mais alors d'une part c'était peut-être pas forcément ce qui me correspondait à l'époque, et puis d'autre part ma passion première c'était l'audiovisuel, donc c'est pour ça que je me suis orienté vers l'audiovisuel. Mais quand je me suis retrouvé sans emploi, je me suis dit bon, plutôt que de rien faire, si je profitais de ce temps mis à disposition, vu qu'il n'y a pas trop de boulot sur Tours, pour créer un programme qui mixerait l'audiovisuel avec ce que j'avais commencé à approcher à la fin de mon lycée, à savoir l'histoire. Et donc je me suis lancé dedans, comme ça, un petit peu au début pour rigoler, mais quand même avec la volonté de partager, d'apprendre et de partager, vu que je ne suis pas historien. Et puis, malgré moi, ça a explosé, en fait, ça a explosé. Très rapidement, la chaîne a eu énormément de succès. Et maintenant, ça fait du coup un peu plus de 2 ans que je travaille sur cette émission où j'ai pas mal de formats pour aguicher un petit peu les gens. J'ai autant des formats qui sont très développés et plutôt sérieux,
comme par exemple l'histoire de la médecine, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la peine de mort, etc. Là, ça peut être des épisodes, ça peut être des doubles épisodes de 20-25 minutes chacun, hein. Donc là, on arrive vraiment sur des vidéos qui sont assez conséquentes à réaliser. Et puis j'ai des vidéos qui sont très facilement digérables, on va dire, même pour ceux qui sont très allergiques à l'histoire. C'est-à-dire des petites vidéos de 3 minutes, vraiment très dynamiques, et voilà, très facile en tout cas à comprendre. J'ai même des émissions pour les enfants, où j'ai des enfants d'école primaire qui me posent des questions via un fichier audio, qui m'envoient souvent aussi un petit dessin avec leurs questions. Et moi, j'essaye d'y répondre en 2-3 minutes. Voilà, donc ça peut être des questions un peu rafraîchissantes. J'avais eu pourquoi le roi Dagobert, pourquoi, enfin plein de trucs comme ça. C'est toujours intéressant de répondre à ce genre de questions. Donc vraiment une émission qui s'adresse à un grand public, et dans ce grand public, à plusieurs publics. Il y a vraiment, voilà, comme je le disais, des gens qui sont niveau zéro, et pour eux l'histoire ça ne sert à rien et c'est pas très intéressant, etc. Et ils vont arriver sur la chaîne et potentiellement là ils vont se dire ah c'est cool, c'est rigolo. Je passe effectivement, comme je le dis un petit peu dans la vidéo de bande-annonce, parfois par la petite anecdote pour aller développer des contextes. Ça, j'accorde énormément d'importance à la contextualisation. Donc c'est vrai que quand je lâche des infos, je les contextualise toujours. J'utilise souvent la méthode de la carotte, hein, c'est-à-dire, par exemple, une de mes premières vidéos qui a très bien fonctionné, c'était les morts de rois insolites. Bon, les morts de rois insolites, c'est une carotte, hein, c'est pour savoir comment un tel s'est pris un linteau de porte. Avant ça, on va se taper 3 minutes de contextualisation de c'était qui, quel était le contexte politique de l'époque, etc. Et ça permet du coup de maintenir l'attention pour aller un petit peu plus loin. Donc autant des gens comme ça qui ne sont pas intéressés que des gens qui sont déjà dans le cercle de l'histoire, puisque je sais que j'ai des étudiants, notamment en université, qui suivent les émissions, voilà, qui sont pas, soyons clairs, hein, c'est pas des cours, j'ai pas vocation à remplacer des cours, mais qui sont une première marche pour s'intéresser à l'histoire ou pour s'intéresser à un sujet. D'accord. Alors, en ce qui concerne la contextualisation, justement, il faudrait contextualiser ton émission. C'est-à-dire, est-ce que, d'abord, est-ce qu'il y avait des exemples sur lesquels tu as pu t'appuyer, que ce soit en France ou à l'international? Et ça m'intéresserait pas mal de savoir ce qui se fait ailleurs qu'en France. Est-ce qu'il y a une précédence ou pas? Et puis, quel est l'univers de la concurrence des émissions d'histoire sur YouTube aujourd'hui? Est-ce qu'on peut un peu en faire une typologie? C'est-à-dire que je crois que tu n'es pas tout seul. C'est pas encore comme les champignons à l'automne, mais enfin, il y a de plus en plus. Bon, c'est un automne pas trop pluvieux, donc ça va. Mais voilà, à la fois, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait à l'international, et aujourd'hui, quel est le paysage concurrentiel de l'histoire, alors, sur YouTube? Et on viendra peut-être tout à l'heure à ce qu'on aurait pu mettre sous vulgariser l'histoire sur Internet, mais pour l'instant uniquement des émissions du style de celle que tu fais. Moi, quand je me suis lancé il y a 2 ans, il n'y avait pas d'émission, on va dire podcast YouTube traditionnel traitant d'histoire francophone, je parle, ou alors pas à ma connaissance. C'est aussi pour ça que j'ai lancé le truc. C'est-à-dire qu'en France, il y a 2 ans, il y avait une nouvelle vague, une nouvelle mode qui arrivait en fait sur Internet, sur YouTube en France. C'était les émissions culturelles et scientifiques sur Internet. Et ça, c'est quelque chose que, pour l'instant, il n'y avait pas. En fait, finalement, en France, ça date de 3 ans, 4 ans maximum, mais plutôt 3 ans. Ça existait il y a 4-5 ans aux États-Unis, mais en France, c'était totalement absent. Et moi, quand je me suis lancé, finalement, et si je me suis lancé, c'est aussi parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais trouver sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai un pote qui m'a dit tiens, est-ce que tu n'aurais pas vu la vidéo du vidéaste Y Penser? Je dis bah non, je sais pas c'est qui ce type. Il me fait bah c'est un mec qui fait de la physique, de la science, etc. C'est assez intéressant. Donc je suis allé voir sur YouTube, plateforme sur laquelle je ne traînais jamais, je savais même pas qu'il y avait ce genre de truc. J'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Et puis j'ai commencé à fouiner, et puis j'ai trouvé 2-3 autres chaînes, effectivement, de sciences, de cinéma, etc. Et puis j'ai pas trouvé histoire. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'histoire, et au début je me suis un peu calqué, disons que
quand on se lance sur un nouveau média comme ça, avec des nouveaux formats, il peut y avoir une sorte d'inspiration ou de mimétisme qui se met en place inconsciemment, qui fait que quand je regarde ma première vidéo, je me dis ah ouais, ça ressemble quand même vachement à ce que c'est y penser. Et puis au fur et à mesure, du coup, j'ai réussi à trouver ma marque enfin mes marques pour lancer l'émission. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une émission aux États-Unis qui s'appelle Crash Course, où là c'est un espèce de collectif de graphistes, d'auteurs, etc. et de scientifiques qui réalisent des émissions, mais pas seulement autour de l'histoire. C'est-à-dire qu'eux, ils font voilà, chimie, sciences, politique, géographie, histoire, donc ils font un petit peu de tout. C'est hyper intéressant, mais c'est pas exclusif à l'histoire. Et moi, c'est vraiment le seul point de repère que je connaissais un petit peu, et ça n'a strictement rien à voir avec ce que je fais, puisque moi, ce que je fais, c'est principalement du face caméra, où je suis devant, je parle, et ensuite j'ai de l'iconographie que je vais animer, que je vais aller chercher, que je vais animer. Alors que eux, c'est vraiment du motion design, des petits personnages qui vont faire bouger, etc. C'est très dynamique aussi, c'est très sympa. Et bien en fait, au moment où j'ai lancé la chaîne, il s'est trouvé qu'il y avait plusieurs personnes qui ont eu la même idée. Parce qu'a priori on était plusieurs à faire le même constat, ce qui fait qu'en l'espace de moins d'1 an, il y a eu une dizaine de chaînes d'histoire qui avaient vraiment pignon sur rue, qui se sont lancées sur YouTube, et aujourd'hui, honnêtement, il y en a plusieurs dizaines, voire plus de 100. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites chaînes qui se lancent, qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité, qui ont 400 abonnés, qui font 200-300 vues, mais c'est du contenu qui peut être intéressant et qui peut être bien pensé, et qui a le mérite déjà de toucher des gens, donc ça c'est vachement bien. Et donc parmi cette dizaine d'émissions d'histoire qu'on peut trouver en pignon sur rue et qu'on peut trouver aujourd'hui en France, ce qui est bien, c'est que parfois on traite les mêmes sujets, ça nous arrive. Mais finalement, on le fait tous de manière différente. On a tous une approche différente. C'est-à-dire que parmi les gens qui tiennent ces chaînes, on a des personnes qui sont diplômées, effectivement, d'histoire. C'est le cas de Baptiste de Parlons Histoire, qui lui est prof d'histoire géo en collège, et qui a lancé Parlons Histoire, et qui est devenu une star dans son collège, parce que du coup, il tient ses chroniques YouTube, et que ses élèves lui disent « Ah, professeur, c'est vraiment super bien, on adore vous voir sur YouTube le soir, etc. » Et c'est bien parce que ça crée une dynamique. Et donc Parlons Histoire, lui il est plutôt sur l'histoire contemporaine, les trucs un petit peu rigolos, voilà, très insolites, etc. On a David du Cartographe, qui maintenant s'appelle l'Histoire des cartes, qui est un peu sur le principe du dessous des cartes, qui réalise ses propres cartes. Lui il est en Belgique, pareil, prof d'histoire, il réalise ses propres cartes et il les anime et il les commente. Donc là c'est des émissions qui peuvent durer 20-25 minutes, et ça, à la base, lui, il l'avait fait pour ses élèves. C'est-à-dire qu'il s'est dit merde, mes élèves en cours, ils suivent rien, ils s'en foutent un petit peu, c'est quand même dommage, je vais essayer de les intéresser. Et donc, il a commencé à faire des cartes, à les animer et à faire ces vidéos-là pour intéresser ses élèves et pour leur dire bon, bah, les cocos, ce soir, vous allez aller voir ma vidéo, et puis demain, on fait un petit débrief en cours ensemble. Et du coup, bah, ça a fonctionné, et puis bah, il a mis ça sur YouTube, et puis bah, maintenant, voilà, ça fait son petit bout de chemin, et il y a pas mal de gens qui s'y intéressent. On a aussi dans un autre registre Manon Bril, de C'est une autre histoire, qui elle est plus sur tout ce qui est mythologie. Et alors elle, donc elle est doctorante en mythologie, histoire de l'art et archéologie, voilà. Elle fait beaucoup d'iconographie, etc. Et alors c'est quelqu'un devant la caméra, par rapport à David qui est très posé dans son ton, en voix off, à Baptiste, voilà, qui est Manon, c'est quelqu'un de très excentrique face caméra, avec un langage très Jones. Qui la connaît ici? Qui connaît Manon? Qui connaît l'émission? Vous pouvez sûrement me confirmer, c'est très dynamique, elle fait souvent des grimaces, elle bouge partout, il y a son cadreur qui fait semblant de bouger des fois, enfin, il y a beaucoup de blagues, c'est quelque chose de très dynamique. Et ensuite on a aussi des personnes qui ne sont pas historiennes ou qui ne sont pas dans le cursus universitaire de l'histoire, qui se sont lancées. Ça peut être le cas par exemple d'Hugo Bimard, qui à la base lui est technicien dans l'audiovisuel, il fait des pubs, voilà, il retouche des voitures, des choses comme ça, pour des pubs. Et en dehors de ça, il a lancé son émission qui s'appelle Confession d'Histoire. Si vous la connaissez pas, je vous invite à noter, s'il y a un nom à noter, c'est celui-là, Confession d'Histoire aujourd'hui, puisque pour moi c'est la meilleure émission de vulgarisation française, européenne, voire mondiale, honnêtement. C'est quelqu'un qui s'est dit, bon, pareil, je pars du postulat que l'histoire auprès des jeunes, bah, peut-être que ça fait pas forcément mouche, donc on va essayer de prendre des concepts bien connus
qu'on appelle dans notre jargon sur YouTube putaclic, voilà. Et du coup, on va utiliser ça pour aller vendre de l'histoire aux gens qui s'y intéressent pas. Et donc, il a mixé le concept de confessions intimes, oui, l'émission Confessions intimes, vous voyez à peu près tout ce que... et peut-être secret d'histoire un peu, confessions intimes, avec des personnages historiques. C'est-à-dire que par exemple, il reprend la première croisade et il interviewe tous les personnages de l'époque, les protagonistes de la première croisade. Et donc si vous aimez l'humour à la Kaamelott, même si pour lui il le dit, c'est pas forcément une inspiration, mais ça se rapproche de cet humour-là, avec un fond qui est extrêmement intéressant. C'est des émissions qui durent 30-40 minutes, on voit pas le temps passer, et en plus de se marrer, on apprend véritablement énormément d'informations, et on les retient. Et ça, c'est quelque chose de très léché, c'est un budget qu'il met, lui, à chaque épisode de 3-4 000 euros pour des costumes, etc. Il a des comédiens, il a des techniciens, donc c'est une vraie production, et c'est sans doute une des productions les plus léchées qu'on peut trouver sur YouTube. On a Dave d'Histoire Brève, qui lui fait plus de l'histoire contemporaine, et qui lui a pris le parti de faire de la face caméra un peu comme moi, mais plutôt que d'utiliser de l'iconographie d'époque, il dessine des bonhommes en bâton, un peu sous Paint, ou comme on sait quand on était gosse, avec voilà, juste 2 jambes en bâton, une tête, des bonhommes un petit peu ridicules, et en fait il les anime pour essayer de créer des situations un petit peu comiques autour de l'histoire. Et ça aussi, ça fonctionne, ma foi, plutôt bien. Et puis bon, enfin, il y en a plein d'autres, je vais pas faire toute la liste. Mais du coup, bon, moi, ce que je fais, je considère que c'est un peu plus traditionnel. On va dire que je suis l'héritier aussi de mon cursus audiovisuel institutionnel. Ce qui fait que c'est vrai que des fois, quand je me regarde, j'ai l'impression d'être un peu plan-plan. Mais j'essaye aussi de dynamiser un petit peu tout ça, de temps en temps de rajouter une petite blague, en tout cas le phrasé peut être un peu différent que dans d'autres médias, et puis on peut se permettre aussi des choses qu'on ne se permet pas sur d'autres médias, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux rajouter, je sais pas moi, une image de canard en plein milieu de mon montage parce que ça fait une petite blague et que ça illustre un propos, bah, je peux le faire. Voilà. Alors qu'à la télé, on m'aurait dit bah, pourquoi tu veux rajouter une image de canard en plein milieu de ton montage, c'est stupide. Le canard est toujours vivant. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ce panel de vidéastes et d'émissions qui se développent sur YouTube, il est de plus en plus riche et surtout, voilà, chacun a son approche. Et c'est ça qui est intéressant parce que moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la communauté la plus importante. J'approche des 400 000 abonnés là, sur YouTube et des plus de 20 millions de vues, je crois. Et même s'il y a beaucoup de gens qui souscrivent à mon émission, qui aiment bien l'émission, etc., je pense qu'il y a des gens qui vont y être totalement hermétiques. Parce qu'ils n'aiment pas ma tête, ils disent c'est quoi ce barbu, c'est quoi ce chevelu, ils n'aiment pas ma voix, oh il a un ton de journaleux, c'est vraiment naze, ils trouvent que c'est peut-être trop mou, j'en sais rien. Et puis du coup ils vont aller chez Dave d'Histoire Brève et ils vont dire ah bah c'est ça je préfère, c'est dynamique, machin, il y a un petit truc rigolo, je préfère. Puis t'en as d'autres qui va se dire non moi j'aime pas, c'est des trucs, c'est trop amateur, face caméra, tout ça, je préfère aller voir les comédiens de Confessions Histoire. Et donc le fait qu'il y ait plusieurs approches, ça permet de toucher un public qui est finalement beaucoup plus large. Et c'est pour ça que c'est pas grave quand on traite des mêmes thématiques, et il nous arrive même de faire des collaborations entre nous, puisque sur internet en tout cas, la notion de concurrence, en tout cas pour l'instant, moi ça fait plus de 2 ans que je suis sur YouTube, elle n'existe pas. Entre nous, entre vidéastes, on est tous potes, entre vidéastes histoire. Dès qu'il y a un événement, quelque chose comme ça, on essaye de se ramener les uns les autres, de créer une vraie synergie. Et ça m'est arrivé avec Dave d'Histoire Brève. À un moment donné, je sais plus, je discute avec lui, et il me dit bon bah tu sors quoi comme épisode cette semaine? Je lui dis bah moi c'est l'histoire de l'esclavage. Il me dit oh merde, moi c'est les colonies. Je lui dis bah super, c'est parfait, comme ça moi je fais ma vidéo, mon double épisode. À la fin du double épisode, j'envoie vers ton épisode sur les colonies. Puis toi à la fin des colonies, t'envoies vers moi. Et puis comme ça on crée une boucle qui couvre tout le spectre. Et, voilà. Et donc on fait les choses comme ça. Et il y a une vraie synergie, une vraie collaboration qui se met en place entre tous les acteurs vidéastes web et qui commence à s'étendre aussi au podcast audio. Et ça c'est vachement intéressant parce qu'il y a aussi du podcast audio sur internet. On a notamment Temporium Radio, qui est une radio voilà, qui fait de l'histoire et qui fait des sujets hyper intéressants qui durent 2 heures. Bien. Alors, moi, du côté de l'université, c'est vrai que quand je t'entends, ça me laisse rêveuse. C'est-à-dire que nous, on fait de l'histoire chiante avec des dates, c'est bien connu, mais on essaye quand même d'utiliser les moyens du net, et qu'est-ce qu'on fait? On fait des MOOC.
on fait des MOOC, c'est-à-dire qu'on nous filme en train de faire cours, avec, je crois, un succès très relatif. C'est-à-dire qu'on est quand même, on nous incite à faire des MOOC, mais en réalité, je ne suis pas convaincu que les étudiants aillent beaucoup les voir le soir en rentrant du travail, en disant tiens, je vais regarder Catherine Brice en MOOC. Alors, ce que je me demandais quand même, c'est, de ton point de vue, est-ce qu'il n'y aurait quand même pas un peu une porosité à essayer d'établir entre donc, les émissions du type de celles que toi tu fais, ou disons l'ensemble des émissions que tu nous as présentées, et la manière dont nous, à l'université, on pourrait essayer de se saisir un petit peu d'Internet. Et là, on viendra sur le fond tout à l'heure, parce que ça, c'est quand même un problème évidemment extrêmement important, mais au moins, je dirais, techniquement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que d'un côté, on a le contenu, mais on est à peu près incapable de le mettre en scène, si je puis dire, de manière à ce que ça accroche un petit peu. De l'autre, vous avez le technique, ça c'est clair, mais sur le fond, parfois, c'est un peu léger. En même temps, il y a une question qui se pose complètement, c'est est-ce que la complexité de l'histoire est réductible à une mise en scène rapide. Mais déjà, sur ce premier point, si tu veux, c'est les possibilités de porosité plus formelles que sur le contenu qui permettraient à l'université, finalement, d'utiliser Internet pour quelque chose qui est on va dire, une vulgarisation haute, bien avec un petit peu plus de succès que les MOOC qui, comme je dis, je crois, on fait l'objet d'investissements réels avec finalement des résultats relativement décevants. Oui, après, il faut bien avoir conscience que l'audiovisuel en soi, c'est quand même un métier. Et la communication aussi. C'est-à-dire que moi, en plus, dans mon boulot, il y a aussi toute une grosse part de communication que j'assure derrière, de community management, de voilà, gestion de la communauté, de réseaux aussi, où je vais devoir entretenir des réseaux avec des institutions, avec d'autres vidéastes, etc., pour ouvrir des portes, pour aller à droite à gauche, etc. En fait, le truc, c'est que voilà, l'audiovisuel c'est un métier et du coup il suffit pas juste d'avoir une caméra et de se lancer pour qu'à un moment donné ça fonctionne ou qu'on puisse capter l'attention. Et ça on le voit bien puisque moi j'ai eu la chance d'avoir une formation audiovisuelle avant et ça a été mon boulot pendant 6 ans, donc quand j'ai lancé mon truc, tout de suite c'était très clean et en fait c'est les premiers retours que j'ai eu, c'est waouh, ton émission pour le premier épisode elle est vachement bien d'un point de vue technique et en fait c'est pour ça que dès le début j'ai été partagé par des gros vidéastes etc. Est-ce que tu as été sollicité par des universités par exemple pour les aider à faire des MOOC plus accessibles, les Massive Open Online Courses hein, bon. Alors il me semble que ça m'est arrivé une fois, mais c'était peut-être même pas université, enfin, je sais plus vraiment. Mais après, il y a toujours des problèmes aussi qui sont des problématiques de budget. C'est-à-dire que à partir du moment où on dit ok, moi je veux bien filer un coup de main, si vous voulez, j'ai un créneau dans 1 mois ou 1 mois et demi qui se libère, on nous dit ouais, mais par contre on n'a pas de budget. Et c'est des trucs où il faut passer 2 semaines dessus pour le monter. Et là, moi en l'occurrence, c'est mon métier. Je peux pas me dire bon pendant 2 semaines je travaille pas et je me consacre à ça. Donc là il y a d'autres problématiques qui se voilà. Mais juste avant de revenir sur cet aspect porosité parce que c'est important sur YouTube, il faut avoir conscience que moi la plupart des potes que j'ai, moi je me suis lancé aussi parce que j'avais le chômage honnêtement. Si j'avais pas le chômage, ça aurait été très dur parce que sur YouTube tout prend quand même pas mal de temps à construire. Et mon succès a été honnêtement plutôt fulgurant, j'ai énormément de chance et j'en suis très conscient. Néanmoins, pour être viable d'un point de vue économique, ça a pris 1 an hein, quand même. Et un an, vraiment j'y étais très fort. Tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, voilà. Et la plupart de mes potes qui se sont lancés, c'est des potes, même dans d'autres thématiques, qui avaient peut-être des connaissances, choses comme ça, mais qui n'avaient pas des connaissances en audiovisuel. Et quand ils se sont lancés au départ, le son était pourri, l'image était pourrie, il n'y avait pas de lumière, machin, hein. Et tout ça, ça a joué dans le fait qu'au départ, ils n'ont pas été très visibles. Et au fur et à mesure, ils ont dû se former sur le tas. Et aujourd'hui, la plupart de mes potes n'arrivent toujours pas à en vivre. Ça fait 2 ans qu'ils sont lancés, mais ils commencent à avoir une visibilité. Mais c'est 2 ans d'efforts où, en plus de chercher du taf ou à côté ou de faire des petits boulots,
et ben les mecs, tous les jours, tous les soirs, ils se forment aux techniques audiovisuelles, au montage, à la présentation, à la communication, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça peut fonctionner. Donc c'est vrai que le système du MOOC, c'est un peu différent, mais il y a aussi toute une part de pédagogie qu'il faudrait faire pour rendre peut-être ça un peu plus sexy. Quant à la porosité entre université et YouTube, moi c'est plus qu'une porosité, c'est une vraie collaboration qui doit se mettre en place à un moment donné. Ça, on va y revenir parce que je crois que c'est effectivement important. Mais, Bah, et moi, j'aurais voulu revenir un peu sur le modèle économique. Ouais. Parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde ici. Ça intéresse qui l'argent aussi. Bon, tu nous as parlé des putaclics. Bon, voilà. S'il y a des putaclics, c'est qu'il y a de l'argent derrière. Et au fond, voilà, tu nous parles de professionnalisation, faire des émissions qui soient propres, si je puis dire, avec de lumière, son. Mais en même temps, quand tu as parlé de cette capacité à faire venir du monde, tu étais plutôt sur les sujets. Donc, un modèle économique viable pour une émission de ton type, c'est, si je te comprends bien, donc, du travail, c'est-à-dire un produit fini qui soit de bonne qualité, c'est des sujets dont a priori tu penses qu'ils vont intéresser un grand public, c'est du réseau, se faire connaître, etc. Et je suppose que c'est aussi de la pub, ou pas? La pub, bon, ça passe par la collaboration peut-être avec d'autres vidéastes, des choses comme ça. Après, la pub en tant que telle, moi, j'en ai pas besoin. Enfin, en fait, c'est naturel, c'est-à-dire que sur YouTube, le truc, c'est qu'on a la vidéo, et à côté de notre vidéo, il y a souvent des suggestions, soit d'autres vidéos du vidéaste, soit d'autres vidéos qui peuvent avoir un rapport, que l'algorithme YouTube se dit, bon, bah ça, les 18-25 ans, le mec de 20 ans qui est en train de regarder son truc, il est dans j'ai telles informations, je sais qu'il correspond à tel profil, je sais que les gens de son profil vont voir en général ces vidéos-là, on va lui proposer ces vidéos-là, il devrait bien aimer. Voilà. Et du coup, il y a ce genre de pub qui peut être mis en place où nous on n'a pas de contrôle. D'accord. Donc ton public, tu le connais bien. Tu arrives à savoir qui clique, combien de temps, quel âge, on a des quel stats. CSP, enfin bon. Non, peut-être pas. Non. D'accord. Non, comme ça je leur vendrais des trucs très chers après, des mocs très très chers au CSP+. En fait on a des stats qui sont très générales, mais qui peuvent être vachement utiles. Et par exemple, je sais que moi, mon émission est plutôt regardée par des 18-35 ans. Ce qui est vachement bien, puisque la plupart des émissions, de plus en plus les émissions, il y a des adultes qui les regardent, mais je veux dire, il y a pas mal d'émissions sur YouTube où c'est plutôt du 12-25. Sur le milieu de la vulgarisation, etc. En général, on est plus sur du 18-35. Donc on va dire 18-35 ans, c'est 80% de ma base, à peu près. J'ai à peu près 80% de mon audience qui est française. Après j'ai de la Belgique, Suisse, Canada, j'ai aussi Afrique du Nord. Donc oui, on peut avoir des infos qui sont assez intéressantes et notamment moi voilà, je sais que j'ai une base qui est québécoise. Ça m'est arrivé de faire un épisode sur le Canada en me disant bon, ça pourrait être intéressant, non seulement de traiter cette histoire-là, mais aussi de leur montrer que on les oublie pas et qu'on fait pas que de l'histoire centrée sur la France, etc. Ça c'est aussi important, quoi. Oui, d'autant que l'histoire en train de se faire, elle n'est pas que sur la France. Oui. Et là, on reviendra peut-être. Je pense qu'il y aura des questions concernant le modèle économique de ce genre de. Mais les produits dérivés, si je puis dire. Parce que j'ai cru comprendre que tu étais partie de l'histoire, mais tu le disais, enfin, on te demande de plus en plus de faire des émissions pour des institutions, comme des musées, comme des... Ou c'est toi qui dis, j'ai envie de travailler pour... Alors, on reparlera peut-être de tout modèle économique juste après ça. Oui. Ok. Et alors du coup, effectivement, le fait que les émissions fassent énormément de vues, soient très regardées, ça attire les institutions, forcément. Ça a mis un peu de temps, je vous cache pas, tout simplement parce qu'il y a une certaine forme de crédibilité, de légitimité à acquérir. Et encore plus pour moi qui ne suis pas historien, c'est vrai qu'au départ je me suis heurté justement au monde universitaire, moi qui avais envie de me rapprocher justement de ce milieu, je m'étais un peu heurté à parfois à des visions un peu élitistes de l'histoire, qui me disaient mais de toute façon, pourquoi tu fais une émission d'histoire, t'as même pas une licence, donc pourquoi est-ce que tu daignes ne serait-ce que prononcer le mot histoire sur internet, tu n'es qu'un guignol. Et donc au début j'ai eu ces petites remarques là, puis au fur et à mesure on
on a vu qu'il commençait à y avoir un intérêt, parfois de quelques classes de cours, de profs, etc. Et puis ensuite d'institutions. Et moi, ce qui a débloqué le truc à un moment donné, c'est qu'il y a le musée du Louvre qui est venu me chercher. En me disant, bah voilà Ben, avec deux autres vidéastes, Patrick de Axelot qui est plus sur les curiosités et François Torel du Fossoyeur de film qui est plus sur le cinéma, on a envie que vous bossiez avec nous et que vous réalisiez des émissions sur le musée du Louvre. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir bosser avec le musée du Louvre, d'être tout seul devant la Joconde et dans les galeries, j'en ai bien profité, et du coup de pouvoir livrer 2 films sur le musée du Louvre, qui ont été vus pas mal de fois. Et ça a été non seulement une des premières grosses opérations entre guillemets que j'ai fait, donc qui était rémunérée, donc quand même j'étais rémunéré pour le travail que j'ai fait parce que bah, c'est du travail, hein. On a commencé, le premier contact, premier rendez-vous c'était en décembre, les films ont été livrés en février, donc il y a quand même eu un suivi, il y a eu 2 jours de tournage, il y a eu tout le montage, il y a eu toute la préparation avant, avec bien sûr, je me suis déplacé sur place, j'ai eu des entretiens avec les conservateurs des différents départements que j'ai enregistrés, que j'ai ensuite publié sur ma chaîne bonus pour que les gens puissent avoir accès aux entretiens, comme ça fait de la source primaire qu'ils peuvent éventuellement consulter. Et puis ensuite j'ai écrit mon script, j'ai envoyé le script au musée du Louvre, qui l'a relu, qui éventuellement a dit tiens peut-être là on pourrait préciser juste un petit truc, je disais oui ou non en fonction de la pertinence dans le flow de l'émission. Et puis voilà, il y a eu un vrai process, un vrai travail, et ça c'était une des premières expériences rémunérées qui m'a apporté du coup énormément de crédibilité et de légitimité auprès d'autres institutions, puisque peut-être une semaine après la publication de la première vidéo au musée du Louvre, j'avais, je sais pas moi, 50 musées qui me suivaient, le British Museum aussi, et j'ai trouvé ça très rigolo. Et donc ça fait partie effectivement d'un des axes de modèle de rémunération des vidéastes actuellement sur le web, et je pense que ça sera un des plus pérennes finalement, puisque le modèle économique il est divers. Aujourd'hui on peut pas, en fait quand on regarde une vidéo sur YouTube, sauf si vous avez Adblock, eh bien il y a une pub qui se déclenche au début de la vidéo, et ça rémunère le vidéaste, mais ça rémunère que dalle. Ça rémunère que dalle. Alors je m'entends, hein, je gagne quand même des sous avec ça tous les mois, mais quand je vous dis que dalle, c'est que sur 1 million de vues, en fonction de la période, parce que forcément les annonceurs lâchent moins de sous en août où il n'y a rien qu'à Noël où ils ont plein de jeux PlayStation à vendre, eh bien sur 1 million de vues, ça peut fluctuer entre 600 € et 1500 € sur 1 million de vues, donc suivant la période. Ce qui fait que bon, quand on arrive à faire 1 million de vues, moi je suis déjà hyper content d'arriver à faire 1 million de vues par mois sur des sujets histoire. Et bon, c'est vrai qu'on se dit, bon, 1 million de vues, 600 €, bon, on regarde le coût des émissions d'histoire ou de trucs qui se font à côté, qui coûtent des milliers d'euros et qui font beaucoup moins qui touchent un public moins large, on se dit bon c'est vrai qu'il y a 2 poids 2 mesures, mais bon ça fait partie du modèle économique et c'est une petite partie, et en fait on peut pas, vous l'avez bien compris, sauf si on fait d'énormes volumes, au moins 2-3 millions de vues par mois, il est impossible de vivre seulement de la pub sur YouTube. C'est pour ça qu'on développe des modèles économiques à côté, qu'on développe les épisodes de commande avec les institutions, donc ça peut être des épisodes que je fais à la demande et du coup que je poste sur ma chaîne. Alors bien évidemment, après, chaque vidéaste est libre de la ligne éditoriale qu'il suit, mais moi, en tout cas, il faut que je puisse respecter toute ma liberté de mouvement, c'est-à-dire que s'il y a des trucs qu'on m'impose absolument, je leur dis bon bah ciao. J'ai la chance et le luxe aujourd'hui de pouvoir me permettre de refuser des offres parce que ils sont plus dans une démarche de ouais, tu vas dire ça à la caméra, et voilà. Et moi, je leur dis non, je traite le sujet comme je veux, et voilà. Donc, ça peut être sur ma chaîne, ça peut être sur leur chaîne aussi. Ça m'est arrivé. Actuellement, j'ai une série de 10 épisodes avec le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, sur la Première Guerre mondiale. Donc, des épisodes ont été diffusés sur leur chaîne et certains sur ma chaîne. Donc voilà, ça peut être des mix. Et puis on peut rajouter à ça le crowdfunding, alors qui est plus vraiment du crowdfunding, puisque le crowdfunding en général c'est on a un projet, on a très envie de le réaliser, on va le présenter sur internet, on dit bah voilà, moi je veux faire ça, il me faut 20 000 €, est-ce que vous me soutenez ou pas? Les gens arrivent, ils donnent ou pas, si on arrive aux 20 000 €, c'est cool, on fait le projet. Moi je suis sur un site qui est un peu différent, qui s'appelle Tipeee, qui a été créé sur le modèle d'un site qui s'appelle Patreon aux États-Unis, et qui fonctionne sur le principe du pourboire en fait. C'est-à-dire que là j'ai déjà un contenu qui est existant,
Et je dis aux gens, bon bah voilà, moi, mon modèle économique, il est comme ça. Pour l'instant, la multiplicité des revenus fait que j'arrive pas encore tout à fait à être sécure de ce côté-là, d'autant qu'il y a le matos à acheter, tout ça, machin. Si vous avez envie, vous pouvez me soutenir tous les mois, ou voilà. Ce qui fait que chaque mois, bah, j'ai des gens, soit qui me donnent 1 euro tous les mois, ou 2 euros, 5 euros tous les mois, soit des gens qui vont me dire, bah tiens, moi je te file juste 10 balles maintenant, et puis voilà, c'est tout. Et ce qui fait que sur toute la base d'abonnés que j'ai, bon, je force personne à payer pour mes vidéos, mais ceux qui veulent me soutenir peuvent me soutenir, et moi ça me fait un fond de roulement qui est assez appréciable, et surtout ça me fait un prévisionnel. C'est-à-dire que chaque mois, je sais que, là actuellement je dois avoir à peu près 500 personnes qui m'aident, chaque mois je sais qu'il y en a à peu près 400 qui sont récurrents. Et du coup, je sais que j'ai je sais que tous les mois, il y a 1 300 euros, un matelas qui va être assuré, et qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait 300 personnes sur les 400 qui se barrent du jour au lendemain, sauf si j'ai vraiment fait une faute de communication sur ma chaîne. Voilà, mais je voudrais y revenir, parce que justement, ils sont là, mais ils regardent aussi des émissions d'histoire. Alors on peut imaginer qu'un jour tu fasses une émission qui leur plaise pas du tout, et ils disent, bon allez, basta, Benjamin, c'est terminé. Bon. Alors je voudrais revenir en fait aux émissions. Comment tu les choisis, voilà, comment tu choisis tes thèmes? Et donc, tu vois bien la question qui est derrière, c'est-à-dire est-ce que tu les choisis en fonction de ce que tu penses de ton public et de ce qui va lui plaire? Est-ce que tu les fais en fonction, admettons, des programmes scolaires? Est-ce que tu les fais en fonction de ce que font les historiens qui font de la recherche et donc qui produisent régulièrement des bouquins qui sont présentés ici? Autrement dit, voilà, comment est-ce que tu mélanges les exigences économiques et puis, moi, ce que j'appellerais les exigences historiques? Ou oui. Est-ce que tu t'en fiches? Alors, non, je m'en fiche pas, et c'est extrêmement aléatoire. C'est-à-dire que alors, les choix des sujets, ça peut être des conversations avec des potes, ça peut être des trucs où je me dis, tiens, je me pose une question. Alors, en conférence, je ressors toujours le même exemple, mais c'est assez parlant, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé une fois de me coucher le soir à côté de ma femme, de prendre mon bouquin et de me dire, et puis à un moment de me dire à voix haute, tiens, est-ce qu'il faisait du ski genre au Moyen-Âge, moi qui connais rien, et puis ma femme qui me dit, mais je m'en fous, pourquoi tu me poses cette question, laisse-moi dormir. Et du coup, le lendemain, bon, moi, je commence à chercher. Et finalement, je sors un épisode sur les sports extrêmes dans l'histoire, où voilà, on peut revenir sur pas mal de pratiques. Et donc, c'était voilà, c'était vraiment le hasard, c'était la question qui m'est venue comme ça. Par contre, il y a aussi des fois où c'est des discussions avec des potes, et forcément, de plus en plus, au bout de 2 ans d'émission, je commence à avoir de plus en plus de gens avec qui j'interagis qui sont dans l'histoire. Et de plus en plus, ce réseau s'étoffe. La preuve, on s'est rencontrés il y a vraiment pas longtemps, grâce justement au rendez-vous de Blois, et on voit qu'il y a des synergies à créer, etc. Et donc il y a des discussions qui se créent, et c'est vachement intéressant. Et là, il se passe la même chose, c'est-à-dire que de temps en temps, je rencontre des gens, que ce soit dans des festivals, des conventions, ou même sur Internet, et on commence à échanger. Et voilà, et ça peut m'arriver d'avoir des fois un mec qui a pondu un bouquin sur un sujet qui est vachement intéressant, et je me dis, ouais, ça peut être intéressant de reprendre le prétexte d'un sujet pour parler un petit peu du bouquin, du fond, traiter cette période, et de s'appuyer aussi sur les recommandations de cette personne. Et notamment... Est-ce que c'est aléatoire, ou est-ce que c'est un peu... Bon, je pense par exemple, est-ce que tu... Pas de pub pour ce magazine, mais est-ce que par exemple tu regardes le magazine d'histoire en me disant, tiens, voilà, ça c'est ce qui est en train de se faire sur tel ou tel sujet, ça m'intéresse pas, ça je peux pas le traiter, allez, ça oui, et puis j'ai en plus le nom des historiens qui travaillent là-dessus en ce moment, ou est-ce que c'est vraiment ce que tu nous décris? C'est-à-dire tu te couches le soir en te demandant si on faisait du ski au Moyen-Âge. Non, c'est ce que je disais, c'est aléatoire. Tu as des amis qui t'écrivent en disant, tu sais, il y a un type qui a fait un super bouquin, tu devrais faire quelque chose dessus. Des profs qui te disent, écoutez, on a du mal avec le programme en telle classe, est-ce que vous pourriez nous faire un truc un petit peu marrant là, qui intéresse les élèves? Voilà. Non, mais en fait, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a autant de l'aléatoire, donc comme je l'expliquais, que du pas aléatoire. C'est-à-dire que forcément, alors sur tout ce qui est magazine d'histoire ou émission d'histoire, des choses comme ça m'arrive d'en regarder ou d'en acheter.
comme ça, de les lire vite fait, et ça m'est déjà arrivé de me dire tiens ouais ça peut être intéressant, peut-être que je pourrais le décliner en épisode, fouiller un peu plus loin, etc. Et du coup pourquoi pas citer ce magazine-là, cet article en source dans la description de la vidéo. Ça m'est déjà arrivé. Maintenant, ça m'arrive aussi de jouer avec ce qu'on appelle les marronniers, hein, les marronniers en journalisme, etc. C'est tout simplement des trucs des événements qui reviennent chaque année, genre Noël, genre la Saint-Valentin, genre un truc comme ça. Ça peut arriver, alors c'est vrai qu'à Noël en général, j'ai jamais sorti de vidéo sur les origines de Noël, parce qu'il y a genre 10 000 vidéos comme ça sur YouTube et que je trouve c'est intéressant, mais bon. Mais il peut m'arriver de jouer avec l'actualité. Et ça, forcément, je le fais assez consciemment de temps en temps pour non seulement peut-être surfer sur une vague, mais souvent en plus moi j'apprends des trucs intéressants et surtout ça permet de capter une attention, de capter une audience qui va arriver à ce moment-là sur la chaîne. Parce que justement on surfait sur un sujet qui était quand même vachement d'actualité et qui ensuite reste potentiellement sur la chaîne pour découvrir d'autres sujets. Donc notamment forcément quand le dernier Star Wars est sorti, j'ai fait un truc sur Star Wars et mythologie, c'était obligé. Et là ça a très très bien fonctionné parce que ça a été un des épisodes les plus vus de ma chaîne quand il y a eu... alors justement le plus grand succès, le plus grand flop de tes émissions, est-ce que tu es en mesure de le dire et oui. Donc d'en tirer entre guillemets des enseignements pour la suite. Oui, alors clairement le format qui fonctionne le mieux sur ma chaîne, c'est un format qui s'appelle Motion versus History, où en gros je mets en parallèle un film et l'histoire. Donc là ça a été la mythologie dans Star Wars, ça a été les inspirations historiques dans Game of Thrones où j'ai fait 2 épisodes, ça a été dernièrement le dernier Samouraï où je reviens un petit peu sur le film et surtout je le prends comme prétexte pour redérouler l'histoire des samouraïs et du Japon pendant toute l'ère Edo, etc. Et voilà, donc ça c'est des prétextes, ça marche très très bien. Après mon épisode qui a le mieux marché, c'est un épisode sur les fails militaires, sur les échecs militaires. Parce que je sais pas, peut-être que les gens aiment bien l'histoire militaire et du coup ça j'en ai tiré aussi un enseignement qui fait que bon on en reparlera peut-être tout à l'heure quand je ferai ma pub mais du coup c'est pour ça que j'ai choisi entre autres de sortir un bouquin là-dessus et je me sers surtout de ce prétexte d'histoire militaire, de bataille, oh la bataille qui a mal tourné, oh mon dieu ils étaient 10 fois moins nombreux, ils ont réussi à vaincre l'adversaire, oh c'est incroyable, et puis en fait je me sers encore une fois, comme les morts insolites, comme plein d'autres choses, de ce prétexte-là pour développer un contexte. C'est ce que je fais à chaque fois. Après, les plus gros flops, clairement, ce qui marche le moins bien sur ma chaîne, il y a 2 trucs, mais que je continue à faire parce que je trouve que ça a un réel intérêt. Il y a les émissions pour les enfants, qui en général ne dépassent pas souvent les 150 000 vues, mais je continue de le faire parce que pour moi c'est important qu'on puisse parler à un public qui est beaucoup plus jeune. Parce qu'actuellement sur YouTube, il n'y a pas vraiment de contenu spécifique pour les écoliers de primaire ou début collège. Et ça, je pense que c'est hyper important et on se doit de laisser une porte ouverte à ce public-là qui puisse s'intéresser. Après, c'est toujours délicat parce que forcément, j'ai pas beaucoup de retours sur ces émissions de la part du public intéressé parce que forcément, les parents vont pas laisser les gosses de 7 ans aller taper un commentaire du genre ouais, trop bien ta barbe. Voilà, et je le comprends, mais du coup, je peux avoir ce genre de retour. Est-ce que tu pourrais creuser un peu cet aspect? J'ai des retours. Et parmi les émissions pour adultes, ce qui, à ton avis, fonctionne, enfin, 18-35 ans, qu'est-ce qui fonctionne pas, là où tu vois que ça n'accroche pas? Alors en fait c'est juste, je pense, le fait qu'il y ait marqué, je mets kids. Désolé pour l'anglicisme, j'ai pas mis enfant, mais en gros quand c'est pour les enfants, j'ai sur la vignette un petit logo avec marqué kids de toutes les couleurs, oui. Et puis je le précise dans le titre en disant ça c'est un contenu qui peut être visualisé par des enfants parce que alors d'une part je vais faire des efforts dans la construction des phrases, c'est-à-dire que je vais pas me permettre non plus et surtout je dis pas de gros mots, voilà, un merde ou machin, que ça je pourrais le dire dans d'autres vidéos, il y a pas de souci. Bon, mais non, ce que je voulais savoir c'est sur les émissions qui ne sont pas destinés spécifiquement aux enfants, oui. Là où tu as vu que ça marchait pas très bien. Alors, c'est justement un autre format, et pour moi c'est un grand drame, hein, c'est un très très grand drame pour moi, parce que j'adore ce format en plus, mais c'est mon format de reportage.
C'est-à-dire que j'ai un format de reportage que j'ai construit un petit peu sur la mode de entre un C'est pas sorcier et une émission plus classique, le genre de trucs peut-être que j'ai pu faire un petit peu avant dans mon ancien métier. Et c'est ça, j'aime bien parce que moi, ça me permet de partir sur le terrain, d'aller filmer de la vraie image, parfois de me mettre en scène dedans. Mais ça marche un petit peu moins bien, notamment parce que j'ai remarqué, je suis moins face caméra. Et ça, du coup, on peut arriver vers un autre truc dont on va parler, qui est la starification et tout le truc, qui est là où le bas blesse. Mais en tout cas, c'est vrai que la première fois que j'ai sorti un reportage sur ma chaîne, moi, je me suis dit, bon, c'est enfin l'occasion d'arrêter de me mettre en avant sur la chaîne et de mettre en avant le contenu. Et donc, je vais faire de la voix off, je vais filmer, je vais faire des interviews. Et au moins ça sera cool. Et je me suis pris plein de retours de commentaires en mode ouais bah franchement il était très très bien l'épisode, mais du coup vu que t'étais pas dedans c'était un peu voilà. Et bon alors c'est vrai que à premier abord je me suis dit bon c'est complètement con. Pour moi c'est la même chose. Enfin le contenu est là donc et effectivement je me suis rendu compte qu'il y avait ce phénomène. Qui a des avantages et des inconvénients de la starification sur Internet et de la personnification, qui fait qu'à un moment donné, sur toutes les chaînes où il y a du face caméra, etc., l'individu parfois le présentateur commence à prendre parfois plus d'importance que le contenu lui-même. Et ça, c'est un danger. C'est un danger parce que on a des vidéastes qui ont commencé à acquérir une certaine aura et qui racontent de la merde. Autant en histoire que dans d'autres domaines. Et si je dis de la merde, le mot est fort, mais il faut vraiment employer ce mot-là parce que moi, par exemple, en histoire, ça m'est arrivé de tomber sur des vidéastes histoire qui se servent de leur histoire pour faire de la propagande politique à tous les niveaux. C'est-à-dire que bon, l'histoire, hein, jamais très objectif. Moi-même, dans mes vidéos, bon, je peux avoir parfois une petite réflexion, quelque chose qui fait qu'ils se disent ah oui, lui, il n'est pas de ce côté-là. Hein. Mais là, bon, quand on a un mec qui nous fait une historique et qui, quand on creuse un peu, qui est inscrit au Bréviaire des Patriotes, et puis qui commence à faire passer des idées qui peuvent être dangereuses vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas le recul nécessaire pour digérer l'information, ça peut être très dangereux. Donc il y a ce phénomène de starification qui peut être un peu... Et à contrario, ça fait que parfois, ça permet de créer une attache, un lien qui est assez fort, et du coup on peut se permettre d'aborder par exemple des sujets qui n'auraient jamais été traités ailleurs, et d'intéresser les gens. C'est-à-dire que le jour où j'ai voulu faire un reportage sur la taille de la pierre dans les carrières de Caen, bon, j'aurais proposé ça à une chaîne de télé, je pense qu'ils m'auraient dit bon, ça va être un petit peu chiant. Bon, moi j'y ai été, j'ai fait mon truc, j'étais content, ça a été vu ce que ça a été vu, mais j'étais content, je l'ai fait et les gens ont suivi le truc. Mais bon, sur le problème des usages politiques du passé et les dérapages possibles sur Internet, il faudrait 1 heure de plus. Oui, mais c'est quand même aussi une question implicite dans le choix des sujets. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'il faut forcément faire une histoire un peu décrochée quand même des grands thèmes qui intéressent les historiens aujourd'hui, qui sont par exemple le transnational, l'histoire connectée, l'histoire des sentiments, l'histoire des émotions, l'histoire du corps, l'histoire des sciences, qui sont par définition des sujets complexes et qui ont du mal à être, je dirais, simplifiés à outrance ou personnifiés à outrance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi de suivre un public ou de suivre ce qu'on pense d'un public dans des émissions vidéo vues par 400 000 personnes. Alors, je suis d'accord, il y a des gens qui vont être politiquement très marqués, à droite comme à gauche d'ailleurs, hein, c'est pas réservé. Il y a un type d'histoire considérée comme de droite parce qu'elle est trop événementielle, alors qu'on peut avoir une histoire de gauche événementielle, si vous voulez. Mais le problème, c'est plutôt ce décrochage entre ce qu'on peut montrer dans un certain type de format et la complexité. Et là, comprends-moi bien, c'est pas du tout dire oh mon Dieu quelle horreur, mais l'histoire peut être complexe et peut ne pas être réductible à un discours finalement assez linéaire, bien sûr, même bénéficiant de tous les acquis de la technique aujourd'hui. Alors là, ce serait, je pense, une autre... on en parlera peut-être dans les questions d'ailleurs, mais ce serait un autre épisode, parce que il est déjà 32-33, je pense que le public a envie de poser des questions. Moi, j'en ai quand même une dernière.
Tu veux pas qu'on revienne juste sur ce point-là, juste avant que tu poses ta question? Oui, alors revenons sur ce point-là, mais le public devra peut-être garder ses questions pour après, dehors. Assez rapidement, mais c'est vrai que c'est important dans le choix des sujets, etc. Machin. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de sujets qui sont très complexes. Et ça, justement, et même, comme tu le dis, des émissions qui sont marquées politiquement, etc., moi, ça me dérange pas tant que c'est assumé et que c'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la personne est claire dans ses intentions, moi, aucun problème. Le mec peut être d'extrême droite ou d'extrême gauche, il a sa liberté de parole, il a le droit qu'il y ait des gens qui regardent son émission, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est quand on commence à pas être clair avec les gens. Alors moi, c'est vrai quand il y a des sujets très complexes, etc., que, bon, je précise, je fais, bon, bah là, c'est grossièrement résumé, vous voyez, on peut pas résumer ça en... l'émission fait 10 minutes, si je veux vraiment développer ce point-là, ça va me prendre 45 minutes. Dans la vidéo, ça me prend 20 secondes. Donc effectivement, ça m'arrive de dire, bon, là, c'est grossièrement résumé. Ça m'arrive aussi de dire, bon, d'utiliser le conditionnel, beaucoup, en disant bon bah voilà, on pense que, peut-être que, mais il faut être clair avec les gens de ce côté-là. Après, au niveau des choix des sujets, moi j'avoue que j'ai un public, je sais à peu près quel est mon public, et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes affinités politiques que moi sur mon émission. Ça m'empêche pas, ça m'est déjà arrivé 2 fois alors que je m'étais promis de ne pas le faire, mais bon, l'actualité a fait que. Je suis intervenu sur des sujets d'actualité, effectivement pour rebondir sur l'actualité, où donc j'ai redéfilé un petit peu mon format, et puis à la fin, je donnais quand même mon avis en aparté. Quand même. Ça m'arrivait sur le droit du travail, par exemple, quand il y a eu la loi travail, ça m'arrivait de faire un épisode dessus. Mais évidemment, je donnais mon point de vue et j'incitais surtout les gens à débattre en leur disant « vous avez le droit de ne pas être d'accord ». Je vous ai présenté moi, un historique effectivement des luttes pour les droits du travail, etc. Je vous donne mon avis à la fin, qui est effectivement bon, à le prendre si vous le voulez, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec. Débattez dans les commentaires de façon polie, allez-y, et le débat nourrit le sujet, et c'est là qu'on peut se permettre après de réfléchir, etc. Dernièrement, je suis revenu sur la polémique nos ancêtres les Gaulois, et bien évidemment, bon, je me suis pris toute la fachosphère sur la gueule, mais bien évidemment, j'ai essayé pas de démonter, mais en tout cas de se faire poser des questions aux gens. C'est-à-dire que j'ai pas nié le fait qu'il y a une partie de la population qui est des ancêtres gaulois, on peut pas le nier, mais je suis revenu sur c'est quoi un Gaulois, parce que le Gaulois en tant que tel, bon, ça n'existe pas, etc. Donc je suis revenu sur tout ça, je suis revenu sur la construction du roman national, je suis revenu, et en fait, mon but là-dedans, c'était juste que les gens puissent se poser des questions, en leur disant, mais du coup, bon, concrètement, de qui on vient, c'est qui on, quelle est à partir de quand peut-on vraiment dater la notion de France, quand est-ce que le mot France s'est apparu la première fois, enfin, toute une question de réflexion sur notre propre identité, sur notre propre vivre ensemble, ce qui fait que alors, il y a beaucoup de gens qui... Tu as eu des réponses intéressantes, agressives? Alors, j'ai eu des réponses extrêmement intéressantes et j'ai eu énormément de réponses extrêmement agressives. Là j'ai pété mon record de dislikes sur cet épisode, où effectivement, vu que j'ai été partagé sur tous les réseaux patriotes de France, qui s'insurgeaient contre le fait que je dise bah non, on n'est pas tous gaulois quoi, et forcément j'ai eu énormément de gens qui étaient très virulents, et je pense qu'ils se sont arrêtés au bout de 2 minutes de la vidéo, qui n'ont pas été plus loin, alors que justement j'essaie de poser des réflexions en disant bon ok, il y a des questions qui sont là, maintenant vous êtes d'accord ou pas avec les affirmations ou avec les formules qu'a pu avoir monsieur Nicolas Sarkozy, même si c'était une formule de style, et maintenant débattez-en, expliquez-nous. Voilà. Et il y a eu, en tout cas, énormément de débats, et ça a eu ce mérite-là, même s'il y a des gens qui n'ont pas aimé, et j'ai eu des gens qui m'ont dit ouais, tu fais du BFM TV, c'est n'importe quoi, moi je m'en vais, je me désabonne. Je leur disais bah bisous, à la prochaine. C'est-à-dire que oui, quand on a 400 000 abonnés, on peut dire bisous. Bon, voilà, mais pour moi, l'important, c'était pas de perdre quelques personnes, c'était surtout de pouvoir susciter une réflexion chez les gens et de les faire interagir, parce que c'est ça la force de YouTube, c'est de pouvoir interagir dans les commentaires. Avec quand même ce que tu dis à l'instant, c'est au fond, tous ceux qui ne sont pas d'accord, au bout d'1 minute, ils lâchent. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui conforte. Dès qu'on tombe dans la idéologie politique. Et là, c'est quand même les limites des capacités de débat sur YouTube. Ah bah oui. Benjamin, je veux finir avec une question, parce que moi, je suis resté scotché. Voilà, tu as 400 000 followers, comme on dit, ou abonnés sur YouTube. On te connaît partout. Tu fais des émissions d'histoire.
où finalement tu nous as expliqué que c'était des émissions qui étaient à la convergence entre des demandes ou une attente de ton public, une recherche en histoire dont tu prenais ce qui t'intéressait finalement, voilà, et tu fais un livre. Voilà, tu fais un livre alors qu'on sait quand même que l'édition en histoire connaît des difficultés. Nous, les historiens, qui ont fait un livre, on est contents quand il y a 150 personnes qui ont lu nos gros livres de 800 pages. Il y a une crise quand même de l'édition, même s'il y a quand même des éclaircies, hein, bien sûr, mais disons, le livre, en gros, c'est le dinosaure de la communication historique. Toi, tu surfes sur le net et tu vas faire un livre qui s'appelle donc Nota Bene, hein, qui est, alors, il a été référencé dans et donc Nota Bene, tu vas en parler un peu parce que ça sort que le 13 octobre. Hein. Ça sort le 13 octobre. Voilà. Mais tu nous en parles un peu de ce livre, tu nous dis ce qu'il y a dedans, mais pourquoi un livre ? Alors il s'appelle Les pires batailles de l'histoire parce qu'il faut faire vendre. YouTube. Non mais en fait la question est hyper intéressante, mais pour moi c'est pas un dinosaure justement. Et en fait pour moi le truc c'est que on n'est pas tous foutus de la même manière. Et je pense qu'il y a des gens qui vont très bien réussir à comprendre ce qu'on leur fait passer comme message sur Internet dans des vidéos. Je pense qu'il y a des gens qui y sont totalement hermétiques. Je pense qu'aujourd'hui, notamment sur Internet, alors moi j'ai un débit de parole qui est un des plus lents parmi tous mes potes, et vous avez vu déjà tout à l'heure le débit. Moi j'ai des potes, ils tracent, même moi des fois ça me gave, ils vont trop vite. Mais il y a des gens qui vont être hermétiques, et j'avoue que c'est assez paradoxal parce que moi-même, quand je regarde des vidéos de copains, souvent j'ai du mal à imprimer en fait vraiment tout ce qui est dit dans la vidéo tellement il y a des infos. Mais je sais que ça fonctionne parce que par exemple moi j'ai énormément de retours de gens qui me disent ah bah je suis content, ça m'a aidé en cours, j'ai eu telle note, machin, ah c'est génial. Donc je sais que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas sur tout le monde parce qu'on n'est pas tous fait pareil. Et je pense aussi donc qu'il faut pas hésiter à aller là où les gens sont et pour toucher d'autres publics. Et ça c'était une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire un bouquin, c'est de me dire bon, il y a des gens qui suivent mes émissions mais qui peut-être aiment lire le papier, et on n'écrit pas un livre comme on écrit un script vidéo. Donc ça peut être voilà. Et il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas mon boulot, que j'ai envie de toucher, j'ai envie d'approcher, en leur disant bah bon voilà, je vais vous donner aussi, de la même manière que ce que je fais en vidéo, une petite porte d'entrée à travers un livre qui traite de l'histoire, et qui est pas forcément, qui est pas une thèse, hein, c'est pas ça qui va faire de moi un historien, mais un livre, voilà, à la croisée des chemins, un peu de vulgarisation pour intéresser et toucher un autre public. Et ça, on le voit bien puisque j'ai fait l'annonce de la sortie de mon bouquin hier sur YouTube. Et j'ai eu énormément de messages me disant c'est génial, je vais l'acheter, je vais l'offrir à ma mère ou à mon père, voilà, etc. Parce que eux regardent pas YouTube, mais par contre ils lisent des bouquins. Et ça c'est génial, parce que je me suis dit bon bah voilà, ça veut dire que là je vais effectivement toucher les gens que je voulais toucher, à savoir presque des gens qui sont pas de ma base. Et ça forcément, bon là je me sers de ma base qui est très grande aussi. On sait que ce livre là va se vendre, c'est à dire que c'est pour ça que les éditeurs viennent nous voir, hein. Les éditeurs, moi j'ai eu la chance, marketing en fait, tu commences par du... pour les quelques historiens qui sont dans la salle et qui ont peut-être déjà écrit un bouquin, vous allez hurler, mais en tout cas moi j'ai eu 5 éditeurs qui sont venus me démarcher. Et moi j'ai un pote, il est venu me voir et il m'a dit mais est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu captes un peu 2 secondes dans ta tête ce qui est en train de se passer, parce que j'ai plein de potes qui tueraient pour avoir un seul éditeur. Et je lui ai dit bah oui, j'ai bien conscience de la chance que j'ai, mais s'ils sont là c'est parce que effectivement ils ont vu qu'il y avait un marché, ils se disent bon bah voilà c'est des petits jeunes machin et tout nanan, ils ont une base d'abonnés, ils ont 300, 400, 500 000 abonnés, donc ça va se vendre. Et c'est pour ça que moi je les ai même pas démarchés les éditeurs, hein. C'est eux qui sont venus au départ et qui m'ont dit ça te dirait pas de venir de faire un bouquin. 400 000 acheteurs potentiels pour un éditeur, c'est quelque chose d'assez croustillant. Oui. Et donc faut surtout pas, et démultiplier. Faut pas se leurrer. Moi c'est vrai que quand je recevais des petits messages par mail en disant on a vu ton boulot, on aime vraiment beaucoup ce que tu fais, on te suit depuis le début, je me disais oui bon, tu veux surtout vendre des bouquins, voilà. J'ai bien conscience qu'au début on venait pas me démarcher pour mon talent d'écrivain vu que j'avais jamais sorti de publication, etc. Bon. Maintenant pour moi c'était aussi un rêve de gosse à concrétiser, parce que voilà, depuis que je suis tout petit je lis beaucoup de bouquins et je me suis dit j'ai toujours rêvé d'écrire un truc, et là je me suis dit bon, j'ai une occasion, j'ai une fenêtre de tir qui s'ouvre à un moment donné, il faut que j'en profite pour non seulement réaliser ce rêve de gosse, mais aussi le faire bien et correctement.
parce que de plus en plus, ça vaut pour moi, mais ça vaut pour plein d'autres vidéastes, ces portes s'ouvrent pour d'autres vidéastes aussi, et des vidéastes qui sont comment dire, pas très sérieux ou qui sont pas connus pour leur sérieux. Il y en a qui sont vraiment connus pour raconter des cracks puissance 10 000, et on a formé des fois des groupes de vidéastes où on essayait d'aller faire pression sur ces vidéastes-là qui avaient 1 million, 2 millions d'abonnés en disant hey, les mecs, arrêtez de dire des conneries, parce qu'à un moment donné vous avez 2 millions de personnes qui vous suivent, à dire des conneries comme ça tout le long, c'est quand même 2 millions de jeunes et de moins jeunes qui gobent vos informations, qui vont les prendre pour acquis, et derrière qu'est-ce qu'on fait quoi, c'est quand même dramatique. Et ces gens-là vont aussi sortir des bouquins, donc il va y avoir du bon comme du mauvais, et là on est plusieurs vidéastes à avoir une réflexion, on s'est dit bon, on a une chance incroyable d'avoir des gens qui viennent, qui nous proposent, il faut qu'on la saisisse pour pouvoir faire des beaux livres, les plus beaux livres possibles avec nos capacités, et qu'on présente ça, et que dans un sens, non seulement il y a des gens qui puissent s'en servir après, mais aussi au niveau des institutions et des médias, qu'il y ait une certaine reconnaissance qui se mette en place d'un milieu qui se veut un peu plus sérieux que d'autres vidéastes. Nous on les donnera à lire à nos étudiants et on leur fera faire des comptes rendus critiques. Voilà, ah oui, voilà. Et ça c'est notre travail d'historien. Bon, Benjamin, il est moins... Alors, je pense que pour les questions du public, étant donné que le timing est très serré et que je pense que la foule attend à la sortie de la halle au grain pour y rentrer, moi je vous proposerais... Tu es un peu libre après ? En fait, j'enchaîne parce que mon livre est en pré-vente aujourd'hui, voilà, pour la première fois, avant-première, c'est exceptionnel, c'est aujourd'hui, c'est seulement maintenant. Hein, voilà, et donc, séance de dédicace après, je sais pas où c'est. Dans la hologramme Non, mais pour les questions, est-ce qu'il y a des questions absolument irrépressibles à poser maintenant? Là, on a un peu de temps ou pas? C'est 1 heure, on doit lâcher la... Il nous reste combien de temps? Une question, et puis après, vous suivez Benjamin pour la présentation de son livre. Il y avait monsieur, non? Vous aviez une question? Oui. Moi, je voulais bien juste réagir. Moi, je suis un ex-prof et un artisan, et simplement, notre métier, c'est aussi la lecture distanciée. Or, la vulgarisation qui existe en ce moment, je pense à la télé. J'ai regardé en différé Georges Sand. Vous avez la starification que vous évoquiez tout à l'heure, il y a Stéphane Bern. Vous avez des séquences de 25 minutes, c'est-à-dire le rythme de la pub. Et il n'est pas question de faire parler une historienne majeure, parce que Michel Perrault, elle est là, 3 fois 35 secondes. Et donc, de fait, là, il y a un problème de format, cette fois-ci, de la télé. Et donc, en réalité, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'Internet est tout sauf l'ennemi du bouquin, sauf l'ennemi, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment plein d'éléments intéressants. Et de fait, moi, quand j'ai essayé de faire, ce sont d'envoyer mes collègues vers les liens où ils avaient des choses utiles. Par exemple, Wikimedia Commons, où vous avez une base graphique phénoménale et libre de droit, et plein d'autres éléments comme ça. C'est tout. Oui, mais là, c'est un autre problème, le problème de l'accès par Internet à une littérature scientifique. C'est pas le problème de la vulgarisation par Internet. C'est tout à fait vrai, mais c'est pas le même problème. Les vidéos qui sont ici sont des vidéos, hein, c'est tourné, on le verra en différé, sans faire la queue. En tout cas, juste pour finir avec les formats, il faut bien comprendre que sur Internet, on est libre. C'est-à-dire que sur Internet, il y a plein de trucs formatés. Moi, je veux faire un 28 minutes, 26 secondes, je peux le faire. J'ai un copain qui s'appelle Dari de l'émission Temps Mort, qui fait plutôt de l'archéologie, allez le voir. Et lui, son format, c'est clair et simple. Il se pose devant sa caméra, il a donné rendez-vous aux internautes, il fait un live de 2 heures. Il dit aujourd'hui, on va parler de ça. Et boum, il y va. Et un truc à savoir, c'est que un de mes plus grands, j'ai dit qu'il n'y avait pas de concurrents, hein, mais si on devait avoir des concurrents, un de mes plus grands concurrents pendant la dernière année, là, ça a été Henri Guillemin. Voilà, c'est juste pour dire que les gens, en tout cas, ne s'attachent pas forcément à des formats courts, etc. Henri Guillemin, on en pense ce qu'on en veut, c'est l'histoire aussi partisane, etc. Mais c'est des formats qui durent extrêmement longtemps, et ça passionne les gens qui restent vraiment longtemps devant. Et donc ça, c'est quand même cool, et on trouve de tout. Et donc on ne peut pas réduire non plus la vulgarisation de l'histoire à seulement des formats de 2 minutes très machin speed et tout. On a des gens qui prennent leur temps pour développer des choses. Pour conclure benoîtement et iréniquement, je dirais que le vrai problème qui se pose, c'est celui de la complémentarité à la fois des savoirs et des formats. Et qu'à force de se diaboliser mutuellement, je pense qu'on se neutralise. On neutralise les potentialités de ces médias
qui sont le cours magistral, le livre savant, le livre de divulgation ou l'émission sur YouTube et toutes les autres, au détriment finalement de l'histoire dans la société. Et je crois qu'effectivement, il faut penser de manière complémentaire, poreuse, en faisant attention, évidemment, il y aura toujours des gens qui écriront des livres faux, des livres extrémistes, mais après ça se trouve, le mien est totalement c'est notre faux, travail de citoyen de les lire et de les critiquer. Voilà, je vous remercie.